nous allons démarrer ce cours après tant de peine et d'attente. Bien sûr, tout le monde souffre de cette circonstance très pesante qui touche la planète tout entière. Vous avez déjà une idée sur l'intitulé du cours, c'est Histoire des idées politiques. Le cours sera constitué, bien entendu, de deux parties, comme une présentation, bien sûr, très liminaire de ce cours. La première partie portera le titre La politique de la cité à l'Empire. Et nous allons, bien sûr, faire une présentation et une analyse, bien sûr, des articulations historiques, bien entendu, mais politiques à l'époque de la cité grecque, antique, bien sûr, la formulation de la pensée politique au niveau de la cité et le développement fulgurant qui a, si vous voulez, traversé, ou plutôt qu'a connu la cité grecque jusqu'à, depuis, bien sûr, le début de système qui a été au début anarchiste, puis qui s'est développé vers le système autoritaire, militariste, pour se transformer par la suite en système démocratique, pour disparaître au bout du compte sous le poids de l'histoire. Et par la suite, toutes ces cités ont été emportées sous le poids, bien sûr, de l'histoire, je viens de le dire, par, si vous voulez, Alexandre le Grand. Ce sera l'objet, bien sûr, du chapitre 1er. Par la suite, le chapitre 2, ce sera la Révolution chrétienne et l'Empire médiéval. Bien entendu, nous allons évoluer vers la période qui a suivi la décadence de la civilisation grecque et qui a connu la grandeur par la suite, la genèse, puis la grandeur de la civilisation romaine, avec ses spécificités, bien sûr, de codification, ses spécificités de grandeur militaire, sa manière, bien sûr, de mélanger un genre nouveau, la pensée politique religieuse, avec la pensée politique, si vous voulez, qui a été chère aux Grecs, notamment séculaire, et c'est un mode de pensée qui est devenu tout simplement particulier, parce que si les Grecs étaient extrêmement, si vous voulez, pragmatiques, c'est-à-dire un mode de pensée séculier, les Romains, bien sûr, notamment après l'adoption de la religion, l'officialisation de la religion chrétienne, donc les Romains et la pensée politique sous Rome, et par la suite sous la chrétienté au Moyen-Âge, a développé un sens tout particulier de la pensée politique, en mélangeant bien sûr les deux dimensions de la cité et de l'État, parce que on ne parle plus en termes de cité, mais on parle, si vous voulez, d'une structure qui est beaucoup plus développée parce que très hétérogène au niveau, sur le plan géographique, très hétérogène au niveau du plan des civilisations, mais homogène par le fait d'un pouvoir fédérateur, qui est le pouvoir de Rome. Pouvoir militaire d'abord, pouvoir politique, puis pouvoir militaire, si vous voulez, de Rome. C'est dire qu'il y a si vous voulez, une bonne évolution qui a été, si vous voulez, qui a marqué l'histoire de l'humanité à travers cette période. Mais n'oublions pas donc le début de la pensée politique au niveau de la cité grecque, parce que c'est à ce niveau-là qu'ont démarré, bien sûr, la plupart des idées que nous connaissons même actuellement. On va détailler, bien sûr, tout cela petit à petit. Et nous allons commencer notre cours, comme d'habitude, autant qu'un autre cours d'ailleurs, par une introduction, et pour dire en fin de compte, ou plutôt en début de compte, que l'histoire est faite d'une succession d'événements et les idéologies, en tant que, bien sûr, les idéologies, en tant que matrice, bien sûr, des pensées politiques, reposent sur des interprétations spécifiques de ces événements. Il y a les événements historiques, mais il y a les idéologies qui interprètent plus ou moins de façon spécifique, de façon, si vous voulez, subjective, ces événements. Chaque événement est interprété de plusieurs façons, c'est-à-dire la façon qui serait valable et qui colle avec, bien sûr, la dimension idéologique, si vous voulez, d'un groupe déterminé. Je vais vous donner au fur et à mesure des exemples. La doctrine capitaliste, par exemple, et la doctrine marxiste,
et même la doctrine anarchiste qui a sévi au début du siècle dernier jusqu'aux années 20, qui a été plus ou moins, si vous voulez, qui s'est radicalisée au début des années 20, mais qui a été détruite à force, si vous voulez, d'être persécuté. Bon, persécuté, mais lorsqu'on est anarchiste, on doit s'attendre, bien sûr, au revers du système en place, parce que être anarchiste, c'est s'attaquer, bien sûr, au fondement de ce système, du système politique, du système économique et du système social pour le saper. Donc, s'attaquer à ce système ne laisse pas ce système lui-même inerte. Donc, ce système va lui-même déployer ses foudres, ses sanctions, ses revers pour plus ou moins, si vous voulez, soumettre ce mouvement anarchiste, ce mouvement hyper contestataire qui peut même passer à l'action armée. Donc, le système anarchiste, tous ces systèmes-là, donc toutes ces doctrines reposent, j'allais dire, donc il n'y a pas de système anarchiste, mais de la pensée, le mode de pensée anarchiste repose sur une configuration interprétative articulée autour d'un dogme social, d'un dogme politique ou d'un dogme économique. Ça peut être les trois en même temps. La structure, la doctrine capitaliste, bien sûr, est fondée sur un dogme social qui est tout simplement l'intérêt général et la somme des intérêts particuliers. D'un dogme politique, plus de, si vous voulez, de loi ne vaut pas forcément pour la société, mais par contre, moins de règles restrictives va beaucoup plus avec la société, ou économique, bien sûr. Le côté économique, bien sûr, il rejoint le côté social, l'intérêt général et la somme des intérêts particuliers, c'est-à-dire que l'initiative privée est le fondement même, si vous voulez, de l'ordre social. Ça, c'est du côté, si vous voulez, de la doctrine capitaliste. C'est tout à fait le contraire. Je ne vais pas tout détailler concernant la doctrine marxiste, puisque c'est un petit peu le contraire. D'accord ? Les politiques publiques en matière de programmes universitaires, ça c'est juste pour expliquer en quelque sorte un certain revers qui a été marqué par les systèmes universitaires, par les programmes universitaires vis-à-vis bien sûr de l'enseignement de cette discipline. Donc, je disais, les politiques publiques en matière de programmes universitaires des facultés de droit se sont avérées de plus en plus utilitaristes, jouant bien sûr le jeu de l'efficacité et de la rentabilité en vue d'un objectif d'adéquation des formations à l'emploi. Et ainsi, donc, les formations théoriques et critiques ne comptent plus parmi leurs priorités et à leur tête, bien sûr, le cours d'histoire des idées politiques qui a été banni de l'enseignement universitaire pendant une bonne période. Ne parlons plus, bien sûr, de la philosophie et des sciences sociales qui ont été bannies des facultés de sciences sociales marocaines pendant une longue période. On se posait même la question où s'orientait bien sûr l'université marocaine à une époque. Mais bon, cette dimension utilitariste, cette dimension qui a transformé l'université marocaine en outil de formation professionnelle et non pas en outil de production et de reproduction du savoir, non, ont tout simplement asséné un coup extrêmement douloureux aux formations, bien sûr, théoriques et critiques. Donc, l'une de ces victimes, bien sûr, c'est l'histoire des idées politiques, qui, heureusement, donc, a repris ce cours-là, cette formation-là, a repris un petit peu de couleur, et j'ai été chargé, donc, je me suis chargé de donner, bien sûr, une certaine couleur à cette discipline en l'adoptant et en, bien sûr, donnant des cours depuis un certain nombre d'années au niveau de notre faculté, bien sûr, de droit de face et en langue française, parce qu'il y a d'autres collègues qui sont non chargés en langue arabe. Donc, malgré l'importance de cette discipline, en tant que support de formation, aussi bien méthodologique que critique, portant bien sûr sur des éclairages ou portant des éclairages multidimensionnels indispensables pour la compréhension des différentes articulations intra- et interdisciplinaires, engageant l'intégralité des formations dispensées en faculté de droit. Il va sans dire, bien entendu, qu'un bon étudiant en droit public ne peut pas ignorer, par exemple, la pensée politique de
de Aristote, de saint Thomas d'Aquin, de Abou Nasr al-Farabi pour les étudiants donc arabes et pourquoi pas occidentaux, Averroès. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter des vidéos, de visualiser des vidéos sur YouTube traitant bien sûr de ces philosophes. Comme ça, vous pouvez vous informer de façon collatérale pour comprendre bien sûr beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire parce qu'un cours normalement n'est pas un fourre-tout. C'est une ligne directrice, c'est une ligne directe et cette ligne directe peut parfois mettre de côté un certain nombre de détails que vous pouvez d'ailleurs recueillir en écoutant des vidéos, par exemple, des vidéos sur Aristote, Platon, saint Thomas d'Aquin, Averroès, etc., etc. Je vous donnerai bien sûr, je ferai une sélection des vidéos les plus, si vous voulez, en rapport avec mon cours, et puis je vous demanderai bien sûr de les visualiser et d'enrichir votre culture en ce sens-là. Je dirais donc qu'il va sans dire qu'un bon étudiant en droit public ne peut pas ignorer les dimensions, si vous voulez, aussi bien méthodologiques que critiques qui ont été formulées par ces grands auteurs. On va voir par exemple que les sophistes ont développé une vision de la politique que nous connaissons actuellement. Le rapport entre le droit et le terrain, entre le droit et la réalité. La réalité, bien sûr, au niveau donc, du système international, la réalité du système brut, des relations brutes au sein de ce système. Est-ce que les États, par exemple, les plus puissants, appliquent le droit qui est valable, qui leur donne la même position égalitaire avec les autres tout petits États, ou est-ce que ces États font recours à leur force, à leur musculature militaire? Donc la question se pose. Dans beaucoup de situations, on a assisté bien sûr à des situations dans lesquelles, par exemple, la puissance américaine n'a pas attendu l'aval du Conseil de sécurité pour s'attaquer à l'Irak. Bon, je ne suis pas là pour vous dire est-ce que les États-Unis avaient tort ou avaient raison de le faire, mais j'aimerais bien dire tout simplement qu'il n'y a pas eu respect d'une règle de droit internationale et à ce moment-là, c'est la logique du plus puissant qui s'est exprimée. Et c'est ainsi donc que s'expriment également les sophistes. On va voir. Et ainsi, vous voyez que ce sont des articulations donc de la relation entre le droit et la réalité de la puissance des États qui a été exprimée par les sophistes et qui s'exprime en notre époque. Donc c'est l'histoire qui est vue et revue d'une autre manière, n'est-ce pas? Voilà donc un certain nombre de situations. Les exemples sont multiples. Je ne vais pas cesser de vous mitrailler donc d'exemples de ce type dans lesquels ce qui s'est passé pendant une époque peut nous donner des enseignements, peut nous donner une compréhension, bien sûr, des rapports entre les choses, surtout entre les composantes d'un pouvoir quelconque ou les composantes d'un système constitué de plusieurs puissances à une échelle déterminée. Donc, vous voyez que l'importance donc de cette discipline ne peut pas être négligée. Et du coup, donc, les étudiants au Maroc et partout, je ne parle pas du Maroc, mais même dans les grands pays, en France par exemple, on a transformé l'université petit à petit en structure de formation professionnelle, c'est-à-dire de l'adéquation des structures universitaires au marché de l'emploi. Donc, tout le monde en parle, l'adéquation des formations au marché de l'emploi, tout en oubliant que lorsqu'on se soucie beaucoup plus, si vous voulez, des besoins du marché de l'emploi pour intégrer un maximum d'étudiants dans des structures productives, économiques productives, alors à ce moment-là, on oublie tout simplement, on fait en sorte d'oublier que le savoir, la production et la reproduction du savoir n'ont pas le souci ou ne répondent pas au souci de production mercantiliste, mais tout simplement ont besoin d'un support public, parfois même budgétivore, qui consomme beaucoup de budget, et ainsi donc ne peuvent pas répondre bien sûr aux attentes du marché de l'emploi, ni aux impératifs donc de ce marché de l'emploi. Voilà, donc
Ces disciplines sont d'une très grande importance, mais on est en train de les asphyxier. Je parle de l'histoire des idées politiques et aussi des études globalement des doctrines politiques contemporaines auxquelles, bien sûr, on va s'attaquer en S6, etc. L'importance de ces disciplines, bien entendu, est complètement, si vous voulez, brutalisée et complètement occultée en faveur, bien sûr, d'un procédé qui est tout nouveau, l'adéquation donc des formations au marché de l'emploi. Voilà. C'est dommage, mais l'évolution des années 80, 90 et pratiquement début de notre millénaire ont tendu vers cette vision. Donc, dans un premier point au niveau de cette introduction, nous allons bien sûr essayer de faire le rapport entre la notion d'idée et de doctrine, parce que l'intitulé, donc Histoire des idées politiques, a posé un grand problème au niveau, bien sûr, de la construction, bien sûr, quasiment, je dis bien, épistémologique de ce cours. C'est pour cela que nous allons, bien sûr, faire une sorte de comparaison et pour aboutir, bien sûr, à trancher notre choix. Qu'est-ce que nous devons utiliser? Est-ce que c'est le terme de idée ou de doctrine politique? D'accord? Donc, comprendre les grandes théories politiques, ou plutôt, donc nous allons, je reprends ce que je viens juste de dire, entre idée, doctrine ou théorie politique. Voilà, nous allons trancher par la suite. Et c'est déjà, si vous voulez bien trancher, c'est des idées. Nous utilisons le terme idée dans l'intitulé du cours, histoire des idées politiques, mais pas des théories politiques, ni encore moins des doctrines politiques. D'accord? Voilà. Donc, comprendre les grandes théories politiques passe nécessairement par l'étude de l'histoire des idées, notamment les grandes œuvres de la littérature politique qui jalonnent la route de l'humanité, l'évolution notamment de l'humanité. L'élément de base donc à ce sujet étant la notion d'idée, dont la signification est souvent calquée sur la notion de théorie ou encore de doctrine. Donc notre cours ici, dans notre introduction, aura la charge bien sûr de démêler cette confusion que peut jeter donc les notions de doctrine, théorie ou encore de notion, ou plutôt, si vous voulez, de idée. Dans une première approche, les termes théorie et doctrine comportent une signification précise. La doctrine porte un jugement sur les faits et assorti de projets de réforme qui en découlent. Donc, lorsqu'on parle de doctrine, donc la doctrine, le terme doctrine porte un jugement sur les faits. C'est déjà soit une doctrine capitaliste, soit une doctrine, bien sûr, socialiste, à titre d'exemple, soit anarchiste, pour reprendre juste les exemples que j'ai évoqués il y a quelques instants. Donc, la doctrine porte un jugement sur les faits et est assortie de projets de réforme qui découlent donc de ce jugement ou, bien sûr, de cette doctrine. Lorsque je parle de la doctrine marxiste, eh bien, c'est tout un projet de société axé sur la destruction de la superstructure juridique qui est l'État et sur, si vous voulez, le renforcement du rôle du prolétariat, c'est-à-dire la force du travail, pour lui permettre d'avoir la propriété des moyens de production et du capital, c'est-à-dire la destruction de l'État et la mise, si vous voulez, la transformation de la société, d'une société étatique en une société communiste dans laquelle il n'y a plus de pouvoir, mais il y a propriété commune et collective des capitaux et des moyens de production. Bon, c'est vrai que l'histoire n'a pas donné tout à fait raison à cette vision, mais c'était donc une sorte de chimère que Karl Marx, Engels et d'autres d'ailleurs ont jugé tout à fait faisable. Lorsque les camarades de Lénine et Lénine lui-même ont détruit l'empire, si vous voulez, russe en 1917 pour mettre en place l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, après bien sûr à la suite de la révolution bolchevique. Bon, ils ont cru avoir réalisé bien sûr le rêve, le vœu
matérialiser, incarner la doctrine communiste qui a été mise en place par Karl Marx et Engels. Mais en fait, ils ont mis en place un état de terreur, un état bien sûr policier et beaucoup plus, si vous voulez, autoritaire que le système du tsar. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Ce n'est pas un jugement de valeur. Et la preuve, c'est que ce système n'a pas résisté à l'infini. Il a été, au bout du compte, détruit, bien sûr, pratiquement à la suite de, plutôt parallèlement à la démolition, bien sûr, du mur de Berlin. La démolition du mur de Berlin a sonné le glas de ce système qui a été mis en place par, au début déjà, au niveau de la doctrine, par Karl Marx et Engels, mais par la suite, matérialisé sur le terrain par, si vous voulez, par la révolution bolchevique, par Lénine et ses camarades, renforcé sur le terrain par Staline et puis par la suite retouché par Gorbatchev et bien sûr détruit par la suite par Boris Yeltsin et ses camarades beaucoup plus libéraux, n'est-ce pas? Et donc, la théorie, par contre, correspond à la systématisation objective. Voilà, contrairement à la doctrine, la théorie correspond à la systématisation objective des observations, à leur interprétation et, dans la mesure du possible, à leur explication et à leur généralisation. Lorsqu'on parle de doctrine, on parle de choses spécifiques, si vous voulez, subjectives, qui présentent un ensemble d'idées applicables pour mettre en place un certain projet de société. D'accord? Je viens juste de donner l'exemple du projet de société, si vous voulez, communiste, marxiste, qui a été incarné par la révolution sur le terrain par l'URSS, à titre d'exemple. Bien sûr, il y a d'autres exemples. Par contre, la théorie, c'est une forme, si vous voulez, c'est une nouvelle approche. Elle correspond à la systématisation, pour me répéter bien entendu, elle correspond à la systématisation objective des observations, à leur interprétation et à la mesure du possible, à leur explication et à leur généralisation. Donc, on est beaucoup plus détaché des idées qu'on soutient en parlant de théorie qu'en parlant de doctrine, n'est-ce pas? C'est très clair. C'est-à-dire donc, revenons à la théorie, c'est-à-dire que la doctrine repose sur un corpus normatif indiscutable, relevant d'une vérité que l'on ne pourrait que constater et à laquelle il faudrait adhérer. Donc ça, c'est le fondement même de la doctrine, un corpus normatif indiscutable. C'est-à-dire qu'il faut détruire, par exemple, chez les marxistes, il faut détruire la superstructure. Chez les capitalistes, il faut renforcer le marché et c'est la régulation conséquente au niveau des rapports économiques qui constituent le fondement même des rapports sociaux. Vous voyez, ce sont des vérités que l'on ne pourrait que constater et à laquelle il faudrait adhérer. Alors que lorsqu'on parle d'une théorie, la théorie est fondée sur une approche visant à mettre en place des lois scientifiques expliquées aux faits de la société qui doivent être qualifiées de politiques. Donc lorsqu'on parle d'une théorie, donc c'est tout à fait le contraire, ce n'est pas un corpus normatif qu'on tend à mettre sur le terrain, mais un ensemble de relations, un ensemble de méthodes tendant, si vous voulez, à expliquer et à mettre en place des lois scientifiques. Expliquer, bien sûr, modéliser et à établir des modèles théoriques au bout du compte, c'est-à-dire des lois scientifiques appliquées à des faits de la société qui doivent être qualifiés donc de politiques. Ce sont des faits de nature essentiellement politique. D'accord? C'est ainsi qu'on peut expliquer une théorie politique. Les quêtes donc théoriques d'Aristote, d'Auguste Comte, de Karl Marx ou d'Ibn Khaldoun. Bon, Ibn Khaldoun, c'est le père de la sociologie urbaine et rurale. Je vais essayer à certains égards de vous donner quelques exemples. Donc, peuvent être qualifiés ainsi. Ce sont des théories. Lorsque Aristote a modélisé les rapports sociaux qui peuvent déterminer la démocratie et d'autres qui peuvent constituer des menaces à la démocratie, alors il a établi une théorie politique. Lorsque Auguste Comte également a expliqué
de façon, si vous voulez, objective les rapports entre la dimension religieuse et la dimension, si vous voulez, matérielle du pouvoir, le côté, si vous voulez, le côté métaphysique religieux et le côté matériel qui doit être celui, si vous voulez, du prince, alors à ce moment-là, il a modélisé un système qui emprunte beaucoup à la, si vous voulez, à la théorie d'Aristote, mais dans un contexte, si vous voulez, profondément religieux. On va expliquer, si vous voulez, le point de vue d'Auguste Comte, le moment où je suis pas en train moi, je suis en train de parler de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin et pas d'Auguste Comte. Alors là, Auguste Comte, c'est autre chose. Lorsque Auguste Comte a établi la différence entre, si vous voulez, l'attitude positive et l'attitude normative, alors à ce moment-là, il a tout simplement mis en place une nouvelle forme, c'est-à-dire une coupure épistémologique au niveau de l'approche, bien sûr, de la réalité sociale et de la réalité historique pour la transformer en étude, si vous voulez, interprétative des faits sociaux en vue d'établir, si vous voulez, une théorie politique. D'accord? Karl Marx également, mais je viens juste de parler de Karl Marx, et Ibn Khaldun, donc Ibn Khaldun a établi, déjà a utilisé des moyens qui sont très sophistiqués à son époque, et qu'on a redécouvert par la suite au début des années 20, notamment la quantification de l'attitude, c'est-à-dire du comportement humain. On sait très bien que le comportement humain ne peut être quantifié. Ibn Khaldun a découvert une manière à son époque donc de quantifier le comportement humain en arrivant bien sûr à quantifier la notion de al-asabiyya, c'est-à-dire en français de l'esprit de corps, de l'appartenance, si vous voulez, de l'intensité de l'appartenance à un corps social déterminé. Et c'est en fonction, bien sûr, de cette intensité de l'appartenance à un groupement déterminé que le jeu politique se déroule. Tant que ce sentiment d'appartenance à un groupe et l'identification à ce groupe est très puissante, donc une société quelconque est très puissante, plus ce sentiment d'appartenance connaît de relâchement, plus les articulations politiques de cette société s'affaiblissent, s'affaissent en quelque sorte. Et ainsi s'explique bien sûr la succession des grandes dynasties en Afrique du Nord, plus particulièrement, donc l'Afrique du Nord entendu dans le sens bien sûr du Maroc, bien entendu. Et les dynasties qui ont gouverné le Maroc depuis 12 siècles, c'est une multitude bien sûr de dynasties. Toutefois donc, la précision de cette distinction doit être atténuée dans la mesure où se pose la question à savoir si les faits de nature politique peuvent être abordés au même titre que des objets physiques, c'est-à-dire soumis à la rigueur de la méthode scientifique. C'est une grande question. Alors, à une époque, on ne pouvait pas, je viens juste de parler d'Ibn Khaldun, à l'époque, on n'imaginait pas la possibilité, bien sûr, d'adopter une rigueur scientifique, l'approche axée sur la rigueur scientifique et l'appliquer, bien sûr, au comportement humain. Parce que, à titre d'exemple, et lorsqu'on aura à étudier, bien sûr, dans une autre dimension, plutôt lorsqu'on a étudié pour mes étudiants de sciences politiques, malheureusement, je n'ai pas donné un cours de sciences politiques à vous, fraîchement venus à la faculté de droit, mais lorsqu'on étudiait, bien sûr, lorsque je donnais mon cours, module sciences politiques, donc à ce moment-là, je faisais la distinction très claire, si vous voulez, à ce niveau bien précis, c'est-à-dire le caractère scientifique, bien sûr, de la science politique. Et alors, à ce moment-là, nous faisons, en quelque sorte, je faisais, bien sûr, la distinction entre les faits sociaux en tant qu'objet de la rigueur scientifique et les faits physiques, bien sûr, qui sont essentiellement l'objet d'études, bien sûr, des sciences exactes. Et à ce moment-là, bien sûr, les spécialistes donc, de la sociologie et des sciences sociales globalement se sont attelés à trouver une autre explication de la réalité.
et pas forcément la réalité scientifique, pas forcément la méthode scientifique, mathématique en l'occurrence. Les lois mathématiques ne sont pas exclusives pour maîtriser, bien sûr, la réalité, surtout appliquée aux choses, au comportement humain. Je m'explique. Par exemple, si je vous dis en termes mathématiques 1 plus 1 plus 1, donc vous allez me dire, vous me répondre, c'est 3. Et aucun mathématicien, aucun matheux ne peut développer une théorie qui voudrait dire que 1 plus 1 plus 1 font 4 ou 3,5 ou 2,5. Donc c'est 3, tout simplement. Einstein lui-même ne peut pas faire une démonstration dans ce sens-là. Mais lorsqu'on parle de la réalité sociale, alors 1 plus 1 plus 1 ne font en aucun cas 3, font autre chose qu'un 3, c'est-à-dire ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 10, tout simplement. Vous allez me dire que monsieur le professeur Faqih est en train de divaguer, de dire des choses qui ne peuvent être soutenues. Mais en réalité, c'est une vérité. Les sciences sociales ont leurs lois qui ne sont pas forcément les lois des mathématiques. Et je vous donne le simple exemple. Par exemple, en droit pénal, lorsque un crime est commis par une seule personne, admettons qu'il s'agisse d'un meurtre. Lorsque le meurtre est commis par une personne, alors ça peut être tout simplement admettons, meurtre, bien sûr, sans intention, homicide involontaire. Voilà le terme. Admettons qu'il s'agisse d'un homicide involontaire. Donc la sanction, ça peut être de 5 à 10 ans, n'est-ce pas? 15 ans maximum, même avec un maximum de négligence, ça peut être 15 ans. Mais lorsque le meurtre est donné par un groupe, est-ce que c'est possible déjà de dire qu'il s'agisse d'un homicide involontaire par un groupe? Eh bien non, c'est impossible. Lorsque 2 ou 3 personnes commettent un meurtre, il ne peut en aucun cas considérer comme un homicide involontaire. Parce que le fait de commettre un forfait de façon collective, ça suppose déjà la préméditation. Et donc, un meurtre commis par 2 ou 3 personnes, ça vaut pratiquement la peine capitale. La peine capitale ou le maximum prévu par la loi. C'est-à-dire, ça peut être 30 ans, ça peut être 35 ans, c'est-à-dire, ça peut être même la peine capitale. La peine capitale, c'est tout simplement l'exécution. Voilà. Vous voyez donc que, c'est-à-dire que ça ne peut pas être déjà un homicide involontaire. Un homicide involontaire, c'est, nous avons dit, 10 ans, 15 ans, maximum de peine. Mais par contre, lorsqu'il y a plusieurs personnes, donc c'est la peine maximum, tout simplement. Parce qu'il est admis que lorsque un forfait est commis en groupe, c'est un forfait qui est déjà prémédité. Et il est forcément plus violent. Et alors, à ce moment-là, c'est une petite communauté sociale qui commet ce meurtre. Et la société ne peut jamais accepter qu'une partie d'elle-même se retourne contre elle-même, contre la société, je veux dire. Donc, vous voyez que déjà en droit pénal, l'exemple est très clair. Si bien sûr vous ne comprenez pas ce point-là, vous pouvez me formuler des questions et je peux vous donner de plus amples exemples pour bien sûr démêler cette ambiguïté. Parce que même avec l'explication que je viens de vous donner, ça peut paraître un petit peu, si vous voulez, compliqué. Donc, le comportement humain, les attitudes sociales sont difficilement quantifiables et du coup donc sont difficiles à soumettre à la réalité, plutôt à la rigueur scientifique. Donc, par là, entendez par là que la rigueur de la méthode scientifique, ça peut être, si vous voulez, la méthode tout simplement des sciences exactes, c'est-à-dire mathématiques ou physiques, mais ça peut être une autre manière, notamment la méthode quantitative, la quantification et la modélisation par le biais de nouveaux procédés, de nouvelles approches donc, qui ont été développées, des approches qui ont été développées par les sociologues depuis, bien sûr, le début du siècle dernier. D'autre part, certains auteurs rejettent la distinction entre théorie et doctrine. Voilà, donc on dit qu'il s'agit de la théorie marxiste, par exemple, et doctrine marxiste, ça veut dire la même chose.
selon, bien sûr, le point de vue de certains auteurs que je suis en train d'évoquer. Parce que la pensée politique est que l'historien ne peut distraire l'explication de l'appréciation, la connaissance objective des jugements de valeur et que toute recherche s'inscrit dans un cadre doctrinal. Voilà, la pensée politique est une et que l'historien ne peut distraire l'explication de l'appréciation. Donc, l'appréciation, c'est-à-dire le point de vue subjectif, le jugement de valeur, l'explication, c'est l'approche détachée et objective. Donc, l'historien, selon ses auteurs, ne peut pas être en même temps, et plutôt en même temps, quelqu'un qui est imprégné, c'est-à-dire par le fait qu'il étudie, c'est-à-dire il l'apprécie, tout en l'expliquant. Ce qui est, à certains égards, d'après ce que je viens de dire depuis au niveau des autres keynotes, tout simplement contradictoire. Mais là, certains auteurs nous informent qu'on peut apprécier, si vous voulez, un fait social, c'est-à-dire le juger, tout en l'expliquant. Alors là, c'est une contradiction, donc, de plus au niveau des sciences sociales. Donc, la connaissance objective des jugements de valeur est que toute recherche s'inscrit dans un cadre doctrinal. Alors là, c'est un peu quand même compliqué. Donc, nous allons essayer de démêler ce point-là par la suite. La notion donc d'idée permet d'éluder les contraintes méthodologiques qu'impliquent les notions de théorie et de doctrine. Maintenant, on est dans une troisième dimension. Donc, si idée et doctrine sont pour les uns, si vous voulez, deux choses bien différentes, pour les autres, plus ou moins, disent la même chose, signifient la même chose, donc, à ce moment-là, ce déficit d'unanimité, en quelque sorte, ce désaccord majeur au niveau de l'utilisation des termes idée, plutôt doctrine et théorie, donc peut être éludé de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, c'est-à-dire rendre cette contradiction plus compréhensible, voire même éliminer cette contradiction de l'usage, dû à l'usage, bien sûr, des termes doctrine et théorie. Donc la notion d'idée, je viens de le dire, constitue une structure, si vous voulez, mentale qui peut tout simplement réduire cette contradiction et temporiser en quelque sorte les contraintes méthodologiques qu'implique la notion d'idée et de doctrine. Les idées politiques reposent sur les représentations que chacun se fait de la politique, bien entendu, qu'il s'agisse de la constitution de la société politique, de la manière selon laquelle elle devrait être organisée, de l'origine du pouvoir et des conditions de son existence. Alors à ce moment-là, on appelle tout ça, tout ce corpus, on l'appelle des idées politiques. Le fondement donc structuré et systématiquement organisé des théories et la nature normative et directive des doctrines reposent en fait sur idées, mais les idées ne se réduisent pas seulement à ce cadre. Il y a des représentations de la politique qui ne sont pas structurées en œuvres écrites et construites comme le sont les théories et les doctrines. Voilà. Donc le problème qui se pose, c'est que certains auteurs ont construit leurs idées, leurs doctrines, de façon, bien sûr, à constituer un ensemble structuré, un corpus, c'est-à-dire structuré d'idées pour établir un projet de société quelconque, mais d'autres auteurs, tout simplement, et d'ailleurs, je peux vous donner une multitude d'exemples, tout simplement, se sont représentés la société, ont fait une description des relations sociales, si vous voulez, de façon pratiquement spontanée, et ainsi donc peuvent donner un certain embarras en étudiant leurs idées qui sont, pour ne pas leur faire le déni si vous voulez, de l'histoire, ce sont des idées qui sont d'une très grande, si vous voulez, précision. Lorsque, par exemple, lorsque quelqu'un, un auteur, un grand auteur, écrit, si vous voulez, une fiction, alors là, la fiction peut représenter une mine d'or pour constituer, pour refléter, bien sûr, un certain nombre de, si vous voulez, de situations sociales qui sont, si vous voulez, de vraies relations sociales. Parce que un auteur quelconque
et le reflet ou les écrits d'un auteur quelconque sont les reflets, bien sûr, de réalités sociales que l'auteur lui-même a vécues. La structure mentale de l'auteur, la structure psychologique de l'auteur, si vous voulez, est reflétée dans ses écrits. Et ainsi donc, qu'il le veuille ou non, l'auteur fait une description, une analyse en quelque sorte à travers un simple roman, par exemple, des réalités sociales qu'il vit lui-même. D'accord? Voilà, je continue. Dans une certaine mesure, tout le monde a des idées, mais rares sont ceux qui élaborent des idées ou des doctrines politiques. Moi, je vous ai donné l'exemple, si vous voulez, d'un auteur, d'un roman. Eh bien, lorsque je parle d'un roman, on peut même dénicher un certain nombre d'idées politiques dans ce roman. Mais je ne parle pas d'un tout le monde comme vous et moi lorsqu'on se raconte des petites histoires, lorsqu'on chatte sur WhatsApp ou lorsqu'on prend un café. Bien sûr, nous avons des idées, mais ce sont de simples idées, mais pas des théories, pas des doctrines, pas articulées, pas des idées articulées pour constituer un projet de société, n'est-ce pas? Lorsque une doctrine, plutôt, lorsque un roman, lorsque nous lisons un roman, bien sûr, nous pouvons relever des idées. Mais l'auteur du roman ne peut pas nous présenter, peut nous expliquer des phénomènes sociaux quelconques, mais il ne constitue pas une doctrine de nature politique. Et il ne constitue pas, si vous voulez, une théorie politique. C'est une simple destruction, c'est une simple description, si vous voulez, des articulations sociales, des articulations de pouvoir, des articulations des rapports d'intérêt, etc., etc. L'adjectif donc politique, issu du mot grec polis, bien sûr qui signifie cité, ça ce sont les classiques en quelque sorte de la science politique, se rapporte aux choses de la cité, ta politica, donc qui désigne chez Aristote tout ce qui concerne la politique, qui représente l'organisme naturel dans lequel l'homme peut mener une vie heureuse, faite d'activités fort diverses, ne se limite nullement à l'exercice du pouvoir. Donc voilà, lorsque les idées ne se limitent pas seulement au pouvoir, donc ça peut être forcément des idées qui sont tout à fait neutres, c'est-à-dire qui expliquent les rapports sociaux, mais qui ne sont pas des idées politiques, d'accord? Qui ne sont pas forcément des idées politiques. L'étude donc des idées politiques englobe un corpus largement considéré de représentation, qu'elle soit sous forme d'ensemble structuré, théorie ou doctrine, ou clairsemé dans des écrits contribuant à la compréhension de l'action et de l'évolution de l'homme au sein de la société. Donc, lorsque, par exemple, Ghassan Kanfani, c'est un auteur palestinien, à titre d'exemple, a écrit son roman Rijalun fi Shams, des hommes sous le soleil, eh bien, il a tout simplement mis en cause l'attitude négative d'un certain nombre de systèmes politiques arabes vis-à-vis de la cause palestinienne, à titre d'exemple. Lorsqu'il a écrit aussi à El Haïfa, alors là, il a produit, si vous voulez, un autre genre, si vous voulez, des rapports sociaux. C'est-à-dire que le conflit, si vous voulez, psychologique d'un jeune qui est né palestinien, mais qui a été éduqué dans la culture, si vous voulez, de l'occupant israélien. Alors, ce conflit psychologique, si vous voulez, représente toute une situation dans laquelle peuvent se trouver une bonne partie, bien sûr, donc des Palestiniens eux-mêmes, voire même au-delà, c'est-à-dire une sorte de, euh,
d'aliénation, en quelque sorte, dans laquelle tout un bon monde peut se retrouver. Donc, vous voyez, grosso modo, lorsque je parle, bien sûr, des ouvrages dédiés à constituer, si vous voulez, des doctrines politiques, tel que ça a été le cas de Karl Marx, tel que ça a été le cas d'un grand nombre d'auteurs et qui ont fondé, bien sûr, des théories ou des doctrines de nature politique. Donc, forcément, ce n'est pas le cas pour d'autres qui ont écrit tout simplement des romans ou des œuvres littéraires, mais dans lesquelles ils ont décrit, si vous voulez, un ensemble d'articulations sociales et de rapports de pouvoir que l'on peut qualifier de carrément des idées politiques également. Donc, vous voyez à ce moment-là que le terme idée peut être quelque chose qui n'est pas une théorie ou une doctrine, mais une doctrine et une théorie peuvent être décrites par un ensemble d'idées. Donc, le terme idée, à ce moment-là, peut transcender ce différent, c'est-à-dire entre plutôt l'usage méthodologique, voire même épistémologique, des termes théorie et doctrine. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, on peut dépasser ce clivage méthodologique ou épistémologique en utilisant donc le terme idée, qui est tout simplement neutre. Le terme donc idée sera entendu dans un sens extensif, celui de représentation individuelle à la vérité et de façon générale au mode d'existence, quel qu'il soit, que peut avoir un objet déterminé, indépendamment bien sûr de l'esprit qui le pense. Voilà, donc idée est une construction, si vous voulez, tout simplement objective. Donc, indépendamment de l'esprit qui la pense. Donc, lorsque, par exemple, on fait la description de quelque chose, forcément, on est transi par cette chose. Donc, on fait de l'introspection, en quelque sorte. Et la description, l'introspection, c'est-à-dire la manière dont on pense quelque chose, ou la manière dont on décrit quelque chose, qui est lié bien sûr à notre culture, qui est lié à notre manière de voir les choses, on appelle ça, si vous voulez, de l'introspection. Et l'introspection, si vous voulez, est une part, en quelque sorte, qui a retardé l'avènement de la sociologie et des sciences sociales en tant que champ disciplinaire indépendant au maximum. Donc, ils ont retardé, ce phénomène d'introspection a retardé l'avènement, la genèse, bien sûr, de ce champ disciplinaire qu'on appelle sciences sociales et sociologie plus particulièrement. Donc, l'objet en question étant bien entendu un phénomène politique dans le cadre de notre cours. Donc, pour ne pas trop concernant ce second point, les sources de l'histoire des idées politiques, le choix donc du terme idée, indépendamment de celui de théorie, parce que nous avons consacré la première séance à la définition donc, de la notion d'idée et à celle de théorie et également de doctrine pour déterminer la différence et puis la valabilité donc, d'un concept ou de l'autre par rapport à notre cours. Et nous nous sommes rendus compte que le terme idée est le plus valable donc, pour signifier à la fois et théorie et doctrine politique. Donc, le choix du terme, indépendamment donc, des deux, notamment doctrine et théorie tel que je viens de le dire, détermine les sources de toute réflexion en matière d'histoire donc de la pensée politique. Au-delà des grandes œuvres politiques qui jalonnent l'évolution de l'humanité depuis l'époque hellénique et qui sont toutes constituent le fondement, si vous voulez, de cette discipline. J'ai appelé ça l'épine dorsale de cette discipline, c'est-à-dire l'essentiel, si vous voulez, de la discipline, du champ disciplinaire qu'on appelle globalement histoire des idées politiques. Il est question également d'écrits ou de pamphlets d'auteurs qui ne sont pas forcément reconnus pour être des spécialistes de la politique. Notamment, la plus grande partie, voire même toute œuvre littéraire notamment, comporte en sa quintessence une forme de réflexion politique. Ce qui est, si vous voulez, normal, parce qu'un auteur quelconque
un essayiste. Alors, l'essayiste, au niveau de la constitution donc de ses idées, de son roman, de sa thèse, d'un point de vue qu'il défend, donc utilise toujours un référentiel. Comment regarde-t-il comment envisage-t-il les articulations entre les composantes de la société et en grande partie, si vous voulez, les grandes forces motrices au niveau de la société, notamment le pouvoir politique, l'argent, si vous voulez, les relations entre hommes et femmes, etc., qui ce sont là les véritables facteurs, si vous voulez, déterminants de la dynamique sociale, globalement et de la dynamique politique plus ou moins. Donc, dans la mesure où toute réflexion, même abstraite, je viens de le dire, sur le positionnement de l'homme vis-à-vis des autres hommes ou au sein de la société globalement, cette réflexion abstraite peut relever d'une réflexion politique. Lorsqu'on parle, bien sûr, du pouvoir politique, par exemple, lorsque, je vous l'ai dit, lorsque, par exemple, les poètes, je parle de la civilisation arabo-musulmane, que je sais très bien que les étudiants venant de loin, et pour ne pas dire les étudiants étrangers, parce que vous n'êtes pas étrangers, je parle des étudiants qui ne sont pas forcément de nationalité marocaine, vous n'êtes pas étrangers, mais vous êtes dans un pays qui vous accueille les bras ouverts. Et je ne cesserai de souligner ce point-là, et vous n'êtes pas des étrangers, mais vous êtes dans un chez vous, dans un second chez vous. C'est pour ça que je dis les étudiants venant de loin. Donc, les étudiants venant de loin peuvent ne pas comprendre beaucoup de choses concernant la poésie arabo-musulmane, de la littérature poétique arabo-musulmane. Donc, si vous lisez, par exemple, quelques passages de la poésie, si vous voulez, d'un ou de l'autre des grands poètes. Donc, alors là, c'est comme d'ailleurs pour les fables donc, de La Fontaine, etc. Les fables de La Fontaine qui retrouvent leurs origines chez Ibn al-Muqaffa, donc un philosophe arabo-musulman déjà, qui a transféré donc tout cela de la part de la civilisation hindouce. Et vous voyez donc que ce soit les fables de La Fontaine, que ce soit une poésie, Al-Mutanabbi par exemple, le grand poète Al-Mutanabbi, pratiquement toute société, toute réflexion, plutôt j'allais dire, toute idée, même littéraire, toute constitution, si vous voulez, littéraire, plus ou moins, comporte un positionnement au niveau de la société, c'est-à-dire au niveau des relations de l'homme vis-à-vis de l'autre homme. Parlons donc de Al-Mutanabbi, lorsqu'il a écrit des poèmes élogieux par rapport au monarque à l'époque qui était Kafur al-Irshidi, et c'était donc une forme de soumission au pouvoir de ce monarque égyptien. Le Mutanabbi était bien sûr en Égypte à ce moment-là. Mais lorsque le monarque égyptien, si vous voulez, a mis Al-Mutanabbi, le grand poète Al-Mutanabbi, en état de disgrâce, alors Al-Mutanabbi lui-même donc a écrit des poèmes de ce qu'on appelle en arabe al-hajw, c'est-à-dire c'est pratiquement tout à fait le contraire d'éloge. Al-hajw, c'est-à-dire déterminer ou plutôt souligner les points faibles, les points critiques, les points très négatifs donc concernant le comportement, la personnalité d'un personnage quelconque. Et il a souligné dans tout cela la couleur de peau de Kafur al-Irshidi, qui était donc une couleur africaine en quelque sorte, c'est-à-dire de la profondeur de l'Afrique. Et donc à ce moment-là, moi je relève par exemple un caractère extrêmement raciste, si vous voulez, à ce moment-là, en réaction bien sûr, c'est-à-dire sur la base d'une colère, une attitude extrêmement raciste, donc del Mutanabbi à titre d'exemple. Ce n'est que juste pour donner un certain exemple. Vous voyez donc que le comportement politique peut ressortir de n'importe quel, ou des plis et des replis de n'importe quelle œuvre littéraire, de n'importe quel, si vous voulez, poème, ou de n'importe quel écrit qui est celui d'un auteur qui n'est pas forcément engagé politiquement, qui n'est pas un théoricien politique, qui n'est pas, bien sûr, le porteur d'une doctrine politique ou le défenseur d'une doctrine politique. Vous voyez donc à ce moment-là, car donc plus ou moins plutôt cette réflexion d'ordre abstraite
peut se rapporter à une chose quelconque de la cité. Là, j'ai parlé bien sûr du racisme à titre d'exemple, dans la mesure où il n'y a aucun domaine de la littérature qui soit soustrait à la politique. Il n'y a aucun domaine de la politique, de la littérature globalement, qui soit soustrait à la politique. Un autre exemple que je voudrais dire, un exemple qui est beaucoup plus connu, lorsque Émile Zola a pris part dans l'affaire Dreyfus, son article portant le titre J'accuse est forcément un écrit politique. Voilà. Et juste pour revenir sur l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a divisé la société française en deux, si vous voulez, pans différents, PANS, deux pans différents. Le premier pan qui défend, si vous voulez, la culpabilité de Dreyfus, ce sont les révisionnistes, les conservateurs français, et c'est ceux qui défendent Dreyfus, l'innocence de Dreyfus, et qui constituent, si vous voulez, plutôt, oui, qui étaient plus ou moins des avant-gardistes, en quelque sorte, des intellectuels avant-gardistes plutôt précurseurs d'une nouvelle forme donc de relations sociales. À leur tête, Émile Zola. L'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a mis donc en cause, dans laquelle un officier de l'armée française, si vous voulez, de confession juive, a été mis en cause pour intelligence avec l'ennemi allemand. C'est-à-dire espionnage en faveur de la puissance allemande au sein même du ministère de la Défense français. Et puis donc, sur la base d'arguments qui ne tenaient vraiment pas la tête à une réflexion, ou plutôt à un raisonnement juridique, à un raisonnement logique, donc contre si vous voulez, toute attente, on a mis en cause, si vous voulez, Dreyfus. C'est-à-dire qu'on a tout simplement, si vous voulez, monté en toute pièce une affaire soulignant la culpabilité de Dreyfus. Et puis Dreyfus a été jeté en prison, dégradé, humilié, et puis il a été, si vous voulez, éloigné même de la France pendant des années, et après, on a pu relancer donc le procès Dreyfus, et une nouvelle forme, si vous voulez, de procès a été entrepris pour aboutir sur, si vous voulez, l'innocence de Dreyfus, le blanchiment de Dreyfus qui a été au bout du compte, si vous voulez, qui a repris donc son grade à l'armée et qui a été réhabilité. Voilà, donc c'était une longue histoire qui a coûté à la France beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, qui a divisé grosso modo la société française. Donc le pamphlet de Émile Zola, qui porte le titre J'accuse, est forcément, si vous voulez, un écrit politique, dans lequel il souligne bien sûr l'absurdité donc de l'anti-judaïsme, l'absurdité, si vous voulez, de certains officiers de l'armée française qui, aveuglés par le pouvoir, aveuglés par la crainte de l'Allemagne, donc voyaient le mal partout et pensaient complotistes en quelque sorte. Toute personne qui constituait en quelque sorte, si vous voulez, l'accusé idéal, n'est-ce pas? Et voilà. Donc ce n'est qu'une question, si vous voulez, qu'une réflexion, qu'un pamphlet. Donc on peut donner une multitude d'exemples. Lorsque Sieyès a écrit Le tiers-État, alors c'était pratiquement dans le même registre. Et j'en passe. Et un autre exemple dans une autre dimension, l'œuvre d'Ibn Khaldoun, Prolégomène, notamment Al-Muqaddima, Muqaddimat Ibn Khaldoun, l'essence, si vous voulez, de cette œuvre magistrale est fondamentalement historique, mais en réalité, c'est une œuvre de nature politique, et plus précisément de sociologie politique, une œuvre de sociologie politique, bien entendu, de taille, dans laquelle, bien sûr, par la reconnaissance occidentale du caractère monumental de cette œuvre, on a tout simplement les Occidentaux en premier ordre soutiennent que Ibn Khaldoun est le père, si vous voulez, de la sociologie urbaine et rurale. Donc ça, c'est un fait. D'accord. Donc, Prolégomène aussi, non, normalement, une lecture superficielle de Prolégomène ne peut pas rendre compte donc, de la profondeur
en tant que réflexion politique, mais en réalité, ça l'est. C'est une œuvre qui est également de nature politique. Et on peut tout simplement placer Ibn Khaldoun parmi les plus grands auteurs, si vous voulez, de la pensée politique, organisée non pas en tant que dogme politique ou de doctrine politique, mais comme œuvre basée sur un arrière-fond, si vous voulez, de scientifique, un arrière-fond, si vous voulez, objectif de ce que c'est que l'étude des articulations, des relations et de la profondeur, si vous voulez, des relations entre les différentes composantes de la société, parmi lesquelles, si vous voulez, se distingue une, notamment l'articulation, c'est-à-dire le pan de la société, la tranche de la société qui exerce le pouvoir et qui est bien sûr la locomotive de ce que, si vous voulez, Ibn Khaldoun appelle l'asabiya, c'est-à-dire l'esprit de corps. C'est autour de cette composante active de la société que le pouvoir est constitué et cette élite en quelque sorte du pouvoir, élite tribale en quelque sorte, constitue un élément rassembleur autour duquel se situent toutes les bonnes volontés, si vous voulez, l'asabiya, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, à un groupe, et ce groupe-là, plus il est solidaire, plus il devient plus fort, avec bien sûr le ralliement de forces qui lui étaient étrangères auparavant. Donc plus on est solidaire, plus on est puissant, et plus on devient puissant, on le devient encore lorsqu'on est dans une logique de solidarité et d'esprit de corps. C'est autour de ça, de cette logique que tourne bien sûr le point de vue politique d'Ibn Khaldoun. Toutefois donc, notre intérêt sera axé sur les grandes œuvres dédiées à la politique, celles notamment rédigées par des philosophes ou penseurs dans la matérialité, après une forte résonance de leur vivant ou dans le temps. C'est-à-dire, nous n'allons pas bien sûr étudier Zola ni d'autres, ni Sieyès, mais notre réflexion sera axée sur les auteurs qui ont jalonné l'histoire à proprement parler et dont la pensée reste toujours active, reste toujours d'actualité au niveau, si vous voulez, de la détermination des différentes, je l'ai répété ce terme, articulations et des différentes composantes donc du pouvoir et de la société globalement. Les œuvres donc d'Aristote, de Platon, de saint Thomas d'Aquin, du Magister Secundus, notamment Abu Nasr al-Farabi dans la civilisation arabo-musulmane, d'Averroès, bien entendu, l'autre grand auteur de la pensée politique, Averroès, donc, qui est arabo-musulman, c'est-à-dire maroco-andalou. À cette époque-là, c'était le Maghreb al-Aqsa ou l'Andalus. Donc, et également Machiavel ou Karl Marx. Ce sont des auteurs ce sont les auteurs dont les écrits ont jalonné la civilisation humaine et qui constituent bien sûr les auteurs les plus puissamment reconnus par la société actuelle. Ce sont donc les principaux jalons de la pensée politique qui ont exercé une action directrice sur l'évolution de l'exercice du pouvoir au sein de la cité et de l'État moderne. C'est de l'essence même donc des écrits mémoriaux de cette envergure que nous tirerons l'essentiel de l'objet de notre cours. Donc, vous pouvez imaginer qu'ainsi sera-t-il question des éléments contenus dans le sommaire tel qu'il vous paraît maintenant sur l'écran. Première partie, la politique de la cité à l'Empire, dans lequel nous allons bien sûr étudier la cité grecque, les composantes bien sûr de la pensée politique de la cité grecque, donc Platon, Aristote, les sophistes, etc. Et par la suite, la révolution chrétienne de l'Empire et l'Empire médiéval, notamment bien sûr les penseurs qui ont évolué sous la civilisation romaine, bien sûr parallèlement à la mise en place progressive de la révolution chrétienne, et puis qui ont évolué pour constituer si vous voulez, une part de la civilisation politique, de la pensée politique, si vous voulez, pratiquement à part entière, qui est constituée de deux leviers différents, la dimension séculaire et la dimension théologique, notamment religieuse. En deuxième partie, bien sûr, si le temps
nous aide en quelconque secours, nous allons étudier la genèse du pouvoir institutionnalisé, notamment les bouleversements des 15e et 18e siècles. Et puis, par la suite, le chapitre 4, là, le déclin de l'absolutisme et le gouvernement du peuple. Alors là, c'est une dimension totalement, si vous voulez, éloignée, je pense. Nous aurons notamment le chapitre 4, nous allons l'étudier au niveau du semestre, certainement du semestre 6. Concernant ce second point, les sources de l'histoire des idées politiques, le choix donc du terme idée, indépendamment de celui de théorie, parce que nous avons consacré la première séance à la définition donc, de la notion d'idée et à celle de théorie et également de doctrine pour déterminer la différence et puis la valabilité donc, d'un concept ou de l'autre par rapport à notre cours. Et nous nous sommes rendus compte que le terme idée est le plus valable donc, pour signifier à la fois et théorie et doctrine politique. Donc, le choix du terme, indépendamment donc, des deux, notamment doctrine et théorie tel que je viens de le dire, détermine les sources de toute réflexion en matière d'histoire donc de la pensée politique. Au-delà des grandes œuvres politiques qui jalonnent l'évolution de l'humanité depuis l'époque hellénique et qui sont toutes constituent le fondement, si vous voulez, de cette discipline. J'ai appelé ça l'épine dorsale de cette discipline, c'est-à-dire l'essentiel, si vous voulez, de la discipline, du champ disciplinaire qu'on appelle globalement histoire des idées politiques. Il est question également d'écrits ou de pamphlets d'auteurs qui ne sont pas forcément reconnus pour être des spécialistes de la politique. Notamment, la plus grande partie, voire même toute œuvre littéraire notamment, comporte en sa quintessence une forme de réflexion politique. Ce qui est, si vous voulez, normal, parce qu'un auteur quelconque, un essayiste, alors l'essayiste, au niveau de la constitution donc, de ses idées, de son roman, de sa thèse, d'un point de vue qu'il défend, donc utilise toujours un référentiel. Comment regarde-t-il comment envisage-t-il les articulations entre les composantes de la société et en grande partie, si vous voulez, les grandes forces motrices au niveau de la société, notamment le pouvoir politique, l'argent, si vous voulez, les relations entre hommes et femmes, etc., qui ce sont là les véritables facteurs, si vous voulez, déterminants de la dynamique sociale, globalement et de la dynamique politique plus ou moins. Donc, dans la mesure où toute réflexion, même abstraite, je viens de le dire, sur le positionnement de l'homme vis-à-vis des autres hommes ou au sein de la société globalement, cette réflexion abstraite peut relever d'une réflexion politique. Lorsqu'on parle, bien sûr, du pouvoir politique, par exemple, lorsque, je vous l'ai dit, lorsque, par exemple, les poètes, je parle de la civilisation arabo-musulmane, que je sais très bien que les étudiants venant de loin, et pour ne pas dire les étudiants étrangers, parce que vous n'êtes pas étrangers, je parle des étudiants qui ne sont pas forcément de nationalité marocaine, vous n'êtes pas étrangers, mais vous êtes dans un pays qui vous accueille les bras ouverts. Et je ne cesserai de souligner ce point-là, et vous n'êtes pas des étrangers, mais vous êtes dans un chez vous, dans un second chez vous. C'est pour ça que je dis les étudiants venant de loin. Donc, les étudiants venant de loin peuvent ne pas comprendre beaucoup de choses concernant la poésie arabo-musulmane, la littérature poétique arabo-musulmane. Donc, si vous lisez, par exemple, quelques passages de la poésie, si vous voulez, d'un ou de l'autre des grands poètes. Donc, alors là, c'est comme d'ailleurs pour les fables donc, de La Fontaine, etc. Les fables de La Fontaine qui retrouvent leurs origines chez Ibn al-Muqaffa, donc un philosophe arabo-musulman déjà qui a transféré donc tout cela de la part de la civilisation hindouce. Et vous voyez donc que ce soit les fables de La Fontaine, que ce soit une poésie, Al-Mutanabbi par exemple, le grand poète Al-Mutanabbi, pratiquement toute société, toute réflexion, plutôt j'allais dire,
toute idée, même littéraire, toute constitution, si vous voulez, littéraire, plus ou moins, comporte un positionnement au niveau de la société, c'est-à-dire au niveau des relations de l'homme vis-à-vis de l'autre homme. Parlons donc de Al-Mutanabbi. Lorsqu'il a écrit des poèmes élogieux par rapport au monarque à l'époque qui était Kafur al-Irshidi, et c'était donc une forme de soumission au pouvoir de ce monarque égyptien. Le Mutanabbi était bien sûr en Égypte à ce moment-là. Mais lorsque le monarque égyptien, si vous voulez, a mis Al-Mutanabbi, le poète, le grand poète Al-Mutanabbi, en état de disgrâce, alors Al-Mutanabbi lui-même donc a écrit des poèmes de ce qu'on appelle en arabe Al-Hajw, c'est-à-dire c'est pratiquement tout à fait le contraire d'éloge. Al-Hajw, c'est-à-dire déterminer ou plutôt souligner les points faibles, les points critiques, les points très négatifs donc concernant le comportement, la personnalité d'un personnage quelconque. Et il a souligné dans tout cela la couleur de peau de Kafur al-Irshidi, qui était donc une couleur africaine en quelque sorte, c'est-à-dire de la profondeur de l'Afrique. Et donc à ce moment-là, moi je relève par exemple un caractère extrêmement raciste, si vous voulez, à ce moment-là, en réaction bien sûr, c'est-à-dire sur la base d'une colère, une attitude extrêmement raciste, donc del Mutanabbi à titre d'exemple. Ce n'est que juste pour donner un certain exemple. Vous voyez donc que le comportement politique peut ressortir de n'importe quel ou des plis et des replis de n'importe quelle œuvre littéraire, de n'importe quel, si vous voulez, poème ou de n'importe quel écrit qui est celui d'un auteur qui n'est pas forcément engagé politiquement, qui n'est pas un théoricien politique, qui n'est pas, bien sûr, le porteur d'une doctrine politique ou le défenseur d'une doctrine politique. Vous voyez donc à ce moment-là, car donc plus ou moins plutôt cette réflexion d'ordre abstrait peut se rapporter à une chose quelconque de la cité. Là, j'ai parlé bien sûr du racisme à titre d'exemple, dans la mesure où il n'y a aucun domaine de la littérature qui soit soustrait à la politique. Il n'y a aucun domaine de la politique, de la littérature globalement, qui soit soustrait à la politique. Un autre exemple que je voudrais dire, un exemple qui est beaucoup plus connu, lorsque Émile Zola a pris part dans l'affaire Dreyfus, son article portant le titre J'accuse est forcément un écrit politique. Voilà. Et juste pour revenir sur l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a divisé la société française en deux, si vous voulez, pans différents, PANS, deux pans différents. Le premier pan qui défend, si vous voulez, la culpabilité de Dreyfus, ce sont les révisionnistes, les conservateurs français, et c'est ceux qui défendent Dreyfus, l'innocence de Dreyfus, et qui constituent, si vous voulez, plutôt, oui, qui étaient plus ou moins des avant-gardistes, en quelque sorte, des intellectuels avant-gardistes plutôt précurseurs d'une nouvelle forme donc de relations sociales. À leur tête, Émile Zola. L'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a mis donc en cause, dans laquelle un officier de l'armée française, si vous voulez, de confession juive, a été mis en cause pour intelligence avec l'ennemi allemand. C'est-à-dire espionnage en faveur de la puissance allemande au sein même du ministère de la Défense français. Et puis donc, sur la base d'arguments qui ne tenaient vraiment pas la tête à une réflexion, ou plutôt à un raisonnement juridique, à un raisonnement logique, donc contre si vous voulez, toute attente, on a mis en cause, si vous voulez, Dreyfus. C'est-à-dire qu'on a tout simplement, si vous voulez, monté en toute pièce une affaire soulignant la culpabilité de Dreyfus. Et puis Dreyfus a été jeté en prison, dégradé, humilié, et puis il a été, si vous voulez, éloigné même de la France pendant des années, et après, on a pu relancer donc le procès Dreyfus et une nouvelle forme, si vous voulez, de
de procès a été entrepris pour finir, pour aboutir sur, si vous voulez, l'innocence de Dreyfus, le blanchiment de Dreyfus qui a été au bout du compte, si vous voulez, qui a repris donc son grade à l'armée et qui a été réhabilité. Voilà, donc c'était une longue histoire qui a coûté à la France beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, qui a divisé grosso modo la société française. Donc, le pamphlet de Émile Zola, qui porte le titre J'accuse, est forcément, si vous voulez, un écrit politique, dans lequel il souligne bien sûr l'absurdité donc de l'anti-judaïsme, l'absurdité, si vous voulez, de certains officiers de l'armée française qui, aveuglés par le pouvoir et aveuglés par la crainte de l'Allemagne, donc voyaient le mal partout et pensaient complotistes en quelque sorte. Toute personne qui constituait en quelque sorte, si vous voulez, l'accusé idéal, n'est-ce pas? Et voilà. Donc ce n'est qu'une question, si vous voulez, qu'une réflexion, qu'un pamphlet. Donc on peut donner une multitude d'exemples. Lorsque Sieyès a écrit Le tiers-État, alors c'était pratiquement dans le même registre. Et j'en passe. Et un autre exemple dans une autre dimension, l'œuvre d'Ibn Khaldoun, Prolégomène, notamment Al-Muqaddima, Muqaddimat Ibn Khaldoun, l'essence, si vous voulez, de cette œuvre magistrale est fondamentalement historique, mais en réalité, c'est une œuvre de nature politique, et plus précisément de sociologie politique, une œuvre de sociologie politique, bien entendu, de taille, dans laquelle, bien sûr, par la reconnaissance occidentale du caractère monumental de cette œuvre, on a tout simplement les Occidentaux en premier ordre soutiennent que Ibn Khaldoun est le père, si vous voulez, de la sociologie urbaine et rurale. Donc ça, c'est un fait. D'accord. Donc, Prolégomène aussi, non, normalement, une lecture superficielle de Prolégomène ne peut pas rendre compte donc, de la profondeur en tant que réflexion politique, mais en réalité, ça l'est. C'est une œuvre qui est également de nature politique. Et on peut tout simplement placer Ibn Khaldoun parmi les plus grands auteurs, si vous voulez, de la pensée politique, organisée non pas en tant que dogme politique ou de doctrine politique, mais comme œuvre basée sur un arrière-fond, si vous voulez, de scientifique, un arrière-fond, si vous voulez, objectif de ce que c'est que l'étude des articulations, des relations et de la profondeur, si vous voulez, des relations entre les différentes composantes de la société, parmi lesquelles, si vous voulez, se distingue une, notamment l'articulation, c'est-à-dire le pan de la société, la tranche de la société qui exerce le pouvoir et qui est, bien sûr, la locomotive de ce que, si vous voulez, Ibn Khaldoun appelle l'asabiyya, c'est-à-dire l'esprit de corps. C'est autour de cette composante active de la société que le pouvoir est constitué et cette élite en quelque sorte du pouvoir, élite tribale en quelque sorte, constitue un élément rassembleur autour duquel se situent toutes les bonnes volontés, si vous voulez, l'asabiyya, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance, à un groupe, et ce groupe-là, plus il est solidaire, plus il devient plus fort, avec bien sûr le ralliement de forces qui lui étaient étrangères auparavant. Donc plus on est solidaire, plus on est puissant, et plus on devient puissant, on le devient encore lorsqu'on est dans une logique de solidarité et d'esprit de corps. C'est autour de ça, de cette logique que tourne bien sûr le point de vue politique d'Ibn Khaldoun. Toutefois donc, notre intérêt sera axé sur les grandes œuvres dédiées à la politique, celles notamment rédigées par des philosophes ou penseurs dans la matérialité, après une forte résonance de leur vivant ou dans le temps. C'est-à-dire, nous n'allons pas bien sûr étudier Zola ni d'autres, ni Sieyès, mais notre réflexion sera axée sur les auteurs qui ont jalonné l'histoire à proprement parler et dont la pensée reste toujours active, reste toujours d'actualité au niveau, si vous voulez, de la détermination
des différentes, je l'ai répété ce terme, articulations et des différentes composantes donc du pouvoir et de la société globalement. Les œuvres donc d'Aristote, de Platon, de saint Thomas d'Aquin, du Magister Secundus, notamment Abou Nasr al-Farabi dans la civilisation arabo-musulmane, d'Averroès, bien entendu, l'autre grand auteur de la pensée politique, Averroès, donc, qui est arabo-musulman, c'est-à-dire maroco-andalou. À cette époque-là, c'était le Maghreb al-Aqsa ou l'Andalus. Donc, et également Machiavel ou Karl Marx. Ce sont des auteurs ce sont les auteurs dont les écrits ont jalonné la civilisation humaine et qui constituent bien sûr les auteurs les plus puissamment reconnus par la société actuelle. Ce sont donc les principaux jalons de la pensée politique qui ont exercé une action directrice sur l'évolution de l'exercice du pouvoir au sein de la cité et de l'État moderne. C'est de l'essence même donc des écrits mémoriaux de cette envergure que nous tirerons l'essentiel de l'objet de notre cours. Donc, vous pouvez imaginer qu'ainsi sera-t-il question des éléments contenus dans le sommaire tel qu'il vous paraît maintenant sur l'écran. Première partie, la politique de la cité à l'Empire, dans lequel nous allons bien sûr étudier la cité grecque, les composantes bien sûr de la pensée politique de la cité grecque, donc Platon, Aristote, les sophistes, etc. Et par la suite, la révolution chrétienne de l'Empire et l'Empire médiéval, notamment bien sûr les penseurs qui ont évolué sous la civilisation romaine, bien sûr parallèlement à la mise en place progressive de la révolution chrétienne, et puis qui ont évolué pour constituer si vous voulez, une part de la civilisation politique, de la pensée politique, si vous voulez, pratiquement à part entière, qui est constituée de deux leviers différents, la dimension séculaire et la dimension théologique, notamment religieuse. En deuxième partie, bien sûr, si le temps nous aide en quelconque secours, nous allons étudier la genèse du pouvoir institutionnalisé, notamment les bouleversements des 15e et 18e siècles. Et puis, par la suite, le chapitre 4, là, le déclin de l'absolutisme et le gouvernement du peuple. Alors là, c'est une dimension totalement, si vous voulez, éloignée, je pense. Nous aurons notamment le chapitre 4, nous allons l'étudier au niveau du semestre, certainement du semestre 6.